Donc aujourd'hui, on vous parle de l'observatoire atmosphérique du MIDO, parce que c'est le 5e anniversaire, donc il a été construit en 2012. Mes collègues sont Valentin Duflot, Stéphanie Evan et Hélène Véramès, mais aussi tous les collègues du laboratoire du LACI, donc le laboratoire de l'atmosphère et des cyclones, et de l'OSU, que je viens de vous introduire. Donc le plan, on va parler un petit peu, alors mes transparences sont en anglais, mais je parlerai donc en français. On va d'abord parler un peu l'historique de l'observatoire du MIDO, quels sont ses objectifs, quels sont les systèmes d'observation qu'on a là-haut. Vous avez déjà eu une bonne vue donc, avec le film. Un petit peu de contexte régional et scientifique, à quoi sert l'observatoire ici. Des exemples de résultats scientifiques qui seront développés par Valentin et Stéphanie. Et où est-ce qu'on va dans le futur. Alors, un peu d'histoire. Qu'est-ce qui fait qu'on a un observatoire au MIDO? C'est certainement l'engagement de la France au niveau national d'avoir plusieurs observatoires du climat à différentes latitudes. Et donc, il y a l'observatoire de Haute-Provence qui est à 40 km au nord de Marseille. Il y a aussi des observatoires qui sont dans le pôle sud pour la surveillance du trou d'ozone, et il était important d'avoir une participation dans la recherche mondiale. Et donc il y a des observatoires à Dumont-d'Urville et à Concordia. Et puis donc il manquait un observatoire dans la bande tropicale, où, vous l'avez compris, il y a beaucoup moins d'observatoires que dans l'hémisphère nord, où les nations sont plus développées et où il est difficile, donc dans l'hémisphère sud, et en particulier dans la zone tropicale, de développer des infrastructures de recherche. Donc il y a plusieurs critères qui ont amené à choisir la Réunion. Le premier, c'est la localisation. Il fallait être dans les tropiques. Il faut avoir des sites d'altitude qui présentent des nuits assez claires, sans nuages, parce qu'on a des instruments optiques qui vont observer toute la nuit. Donc avec des nuages, c'est pas possible. Donc il faut un site en altitude qui a des nuits claires. Il y a la science qu'il faut pouvoir développer. Donc il faut pouvoir tirer la synergie entre des équipes de l'Université de la Réunion et puis d'autres équipes qui viennent de métropole. La dimension politique, si on veut un observatoire du climat, il faut que ce soit à l'échelle du climat, donc il faut que ça soit stable, donc ça c'était permis par le statut du département. Et puis le nerf de la guerre, c'est aussi bien sûr les fonds. Donc on ne construit pas un observatoire comme ça. Le coût de l'observatoire du MIDO, c'est à peu près 12 millions d'euros. Donc c'est pas quelque chose qu'une nation seule peut organiser. Donc il y a besoin de fonds. Et donc ici, les fonds du FEDER, qui sont des fonds européens, des fonds de la région, des fonds de l'État, ont permis de construire cette infrastructure de recherche. Donc l'historique, on peut remonter aux années 1993, avec le laboratoire de physique de l'atmosphère, dont M. Levaux ici était le directeur et est présent dans la salle. Et ensuite on est passé donc, aux années 2003-2006, donc avec le LACI, le laboratoire de l'atmosphère et des cyclones. En fait les organismes de recherche français sont arrivés, donc avec le CNRS et Météo France. Et puis ensuite en 2010 on a construit l'OSU que je vous ai présenté, et puis les fonds du FEDER ont permis de construire l'observatoire du MIDO. Et donc nous en sommes à 5 ans d'opération. Et donc on fait un peu le bilan au bout de 5 ans. Alors quels sont nos objectifs? Le premier, c'est de construire des séries à long terme de variables qu'on considère comme essentielles vis-à-vis de l'évolution du climat. Et ce travail est très prenant, parce qu'en fait, les variables essentielles du climat, on va les mettre à disposition des chercheurs internationaux. Et il faut qu'on puisse les qualifier. On doit qualifier leur qualité, on doit calculer les erreurs qu'il y a sur ces observations, pour que des chercheurs n'importe où dans le monde puissent s'en emparer et essayer d'établir des tendances avec ces observations, en tenant compte du fait qu'il y a des erreurs sur les observations. Donc on doit absolument pouvoir rencontrer des critères, je ne sais plus comment le dire, c'est se conformer aux procédures et aux critères de précision des mesures qui sont établis par des réseaux de recherche internationaux pour pouvoir faire ça, et c'est quelque chose qui coûte aussi autant que de faire de la mesure.
On participe aussi à des exercices de calibration et de validation des satellites, puisque les satellites qui sont lancés en orbite autour de la Terre ont des instruments qui sont semblables aux nôtres, mais dont il faut absolument une validation. Donc il y a un certain nombre d'observatoires qui participent à ces exercices de validation. Et actuellement, donc, on participe à un exercice de validation sur un lidar vent qui permet de mesurer le vent, qui est embarqué à bord du satellite ADM à Aulus. Et donc on compare ces observations avec le lidar vent qu'on a au MIDO. Et même chose pour EarthCare, pour les nuages et les aérosols. On veut conduire de la recherche sur le climat, donc de la recherche qui est sur le front de recherche internationale, mais aussi qui s'intéresse aux processus régionaux, où il y a qu'est-ce qui se passe au niveau régional. Donc on donnera des exemples de recherche internationale, donc ça peut être l'impact de la vapeur d'eau dans la région la plus froide de l'atmosphère, qui est la région UTLS, donc Stéphanie vous expliquera ça. Mais on a aussi des intérêts locaux. On sait que la Réunion, c'est une région qui est très soumise aux risques naturels. Bon, ça peut être le volcan, ça peut être les cyclones. Donc on va faire participer cette infrastructure de recherche à des études sur les risques naturels cycloniques ou volcaniques. Et enfin, donc on veut promouvoir l'accès de notre plateforme à des chercheurs internationaux. Donc on est dans des projets européens qui permettent d'accueillir des chercheurs internationaux qui viennent avec leurs instruments ou avec leurs idées à l'observatoire du MIDO. Et donc c'est un projet européen qui permet à la fois de les inviter et puis de participer au coût de fonctionnement de l'observatoire. Alors je vais faire un petit tour du parc d'instruments qu'on a. Donc on vous a présenté les lidars dans le film. Donc c'est un système de laser en émission, de télescope en réception, qui permet ici de mesurer, suivant un profil vertical, des variables essentielles du climat, comme la température, le vent, mais aussi les gaz en trace, donc comme l'ozone, la vapeur d'eau et puis les aérosols. Donc ça, c'est une vue de la salle des lasers au MIDO, donc vous avez aussi vu dans le film. Donc ça, c'est pour l'émission de la lumière des lasers. Donc ça, c'est la lumière le faisceau laser qui part dans le ciel. Et ici, ce sont les télescopes qui vont permettre de collecter la lumière qui redescend du ciel et qui a cette lumière qui redescend, qui contient une information, soit sur la vitesse du vent, soit sur la concentration en ozone ou la concentration en vapeur d'eau, ou même la température. Donc ici, ce qui est présenté, c'est une vue de haut du télescope le plus gros qu'on a donc au MIDO, qui a 1,20 m de diamètre et 4,50 m de focale. Et comme on vous a dit, qui est associé à 2 lasers. Et c'était un des objectifs ici de pouvoir mesurer la vapeur d'eau assez haut dans l'atmosphère, parce que c'est, Stéphanie va vous l'expliquer, quelque chose d'assez important dans les tropiques de pouvoir mesurer l'ozone, mais aussi la vapeur d'eau. Donc voilà des exemples de résultats qu'on a. Donc en haut à gauche, vous avez un profil vertical de température qui est établi par un des lidars. Donc vous voyez ici, entre 0 et 10 km, la température qui descend, on se trouve dans la troposphère, puis ensuite la température augmente. Donc c'est la stratosphère avec la couche d'ozone, ensuite la mésosphère, et donc on a un profil de température jusqu'à une centaine de kilomètres. Donc ça, c'est l'observation d'une nuit avec ce laser. En haut à droite, vous avez des comparaisons entre une composante du vent, qui est la composante est-ouest du vent, mesurée par le lidar vent à plusieurs jours d'intervalle, comparée avec ce qu'on peut trouver sur le modèle du Centre européen de prévision météorologique à moyen terme. Et ici, vous avez donc une série temporelle, donc de 2 années de mesures, en fonction de la verticale, donc de 4 à 20 km, de la concentration de vapeur d'eau. Donc on voit très bien les saisons humides et puis les saisons sèches. Et on voit que les performances du lidar permettent d'atteindre des régions aussi hautes que 16 à 18 km, donc les régions les plus froides de l'atmosphère, là où la concentration de la vapeur d'eau va avoir un effet de serre important. On a d'autres, donc ça c'était plutôt la catégorie des instruments de télédétection active qui envoient une onde électromagnétique et qui le reçoivent. On a aussi des instruments de télédétection passive, donc c'est la famille
c'est la famille des spectromètres, radiomètres et photomètres, donc qui vont capter le rayonnement infrarouge ou micro-ondes qui arrive du ciel, pour en déduire soit sur des couches atmosphériques ou des colonnes, des paramètres comme le vent, mais aussi les gaz traces dans l'atmosphère. Donc un des exemples ici, c'est un spectromètre infrarouge qui est donc à l'observatoire du Maïdo. Donc il a ici un sun tracker, donc c'est un instrument qui va viser le soleil depuis le matin jusqu'au soir pour capter le rayonnement infrarouge du soleil. Ensuite, ce rayonnement infrarouge rentre dans le spectromètre où on va analyser quels sont les composants dans l'atmosphère qui ont absorbé une partie du rayonnement infrarouge du soleil, et on va pouvoir en déduire la présence de ces molécules chimiques dans l'atmosphère. Donc ici, c'est une collaboration qu'on a avec l'Institut d'aéronomie spatiale de Belgique depuis 2002. Et vous avez quelques résultats ici qui montrent des séries temporelles depuis 2005 jusqu'à 2013 de composés donc comme les chlorofluorocarbones, donc qui font l'objet du protocole de Montréal pour la limitation des émissions. Donc on voit quelque chose d'assez stabilisé. Et puis ici, la molécule HCF22 qui a remplacé les anciennes chlorofluorocarbones, donc on voit plutôt augmenté, mais qui a prouvé sa protection par rapport à la couche d'ozone. Alors ici, ce sont les réseaux auxquels on appartient, c'est-à-dire que quand on a un instrument qui est suffisamment précis, suffisamment bien calibré, qui a été intercomparé avec d'autres instruments, on peut rentrer dans des réseaux. Donc ce qui qualifie la donnée, ce qui permet aux chercheurs de travailler avec confiance avec la donnée, et qui aussi permet d'être soutenu financièrement pour l'activité. Alors je vais passer sur d'autres instruments assez rapidement, mais il y a aussi toute la famille des analyseurs in situ, donc ce sont des instruments qui vont pomper l'air à l'extérieur de la station et l'analyser d'un point de vue chimique et d'un point de vue particules, donc un peu comme une station de la qualité de l'air, avec une instrumentation qui est quand même plus touffue et importante. Donc ici vous avez un analyseur des gaz à effet de serre, donc ce sont le CO2, le gaz carbonique, le méthane et le CO, donc avec quelques résultats. Donc on voit ici des séries temporelles depuis quelques années, depuis 2014 jusqu'à 2017, du CO2, donc on voit la légère augmentation du CO2. On voit ici le cycle saisonnier du méthane et aussi le cycle saisonnier du monoxyde de carbone. D'autres instruments comme un radiosondage, donc une sonde sous ballon pour mesurer l'ozone, des antennes pour surveiller l'activité électrique sur le bassin de l'océan Indien, des stations GPS, des caméras. Et je vais passer donc la parole donc à Valentin pour le contexte scientifique et régional. Merci Jean-Pierre. Alors donc vous avez vu, on a un super observatoire. Alors maintenant la question c'est de savoir pourquoi est-ce qu'on l'a mis à La Réunion et pourquoi au Maïdo, c'est vrai. Alors je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. Alors d'abord, en guise d'introduction, parce qu'on va avoir des gros mots genre troposphère, tropopause, stratosphère. Voilà un peu la structure de l'atmosphère. La troposphère, c'est là où on vit. C'est-à-dire que plus on monte dans la troposphère, plus il fait froid. Si vous allez au Maïdo, il va faire plus froid qu'ici. Et bien figurez-vous qu'après, ça s'inverse, c'est-à-dire que plus on monte, plus il fait chaud. Ça, c'est la stratosphère. Donc moi, je vais vous parler de la troposphère, de la tropopause, c'est ce qui sépare la troposphère de la stratosphère. Enfin, ce qui sépare, c'est une vue de l'esprit. Et la stratosphère. Ensuite, là, vous avez un diagramme assez connu des gens qui travaillent sur le climat, qui vient du GIEC, le groupement intergouvernemental d'études sur le climat, qui montre les forçages radiatifs des différents composants atmosphériques. En gros, si la barre est à droite, ça veut dire que ça va réchauffer. Si c'est à gauche, ça veut dire que ça va refroidir. Mais là, ce qui est intéressant, c'est de regarder les incertitudes qui sont montrées par ces barres d'erreur. On voit ici qu'on pense que, par exemple, les nuages, qui sont en lien direct avec les aérosols, je vous expliquerai pourquoi, refroidissent, mais on n'est pas sûr, parce que ça peut être de l'ordre de moins 0,5 jusqu'à moins 1,5 ou même carrément 0. Eh bien, nous, à La Réunion, on va s'intéresser plus particulièrement à des choses qu'on connaît moins bien, du genre les aérosols, les nuages, et par exemple, et également, vous voyez là, le CO2, il y a une barre d'erreur assez significative. Donc ça, c'est pour un peu vous planter le décor.
Donc pourquoi La Réunion? Jean-Pierre l'a déjà un petit peu dit juste avant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup d'observatoires dans l'hémisphère sud, il y en a beaucoup dans l'hémisphère nord. Là vous avez ici des cartes qui montrent l'emplacement des observatoires du réseau GAW, Global Atmospheric Watch, de l'Organisation météorologique mondiale, et les observatoires qui sont dans le réseau NDAC. On voit qu'ils sont pratiquement tous dans l'hémisphère nord, il n'y en a pas beaucoup dans l'hémisphère sud, pour deux raisons principales. La première, c'est qu'il y a plus de pays riches dans l'hémisphère nord, et la deuxième, c'est qu'il y a beaucoup plus d'océans dans l'hémisphère sud, donc moins d'endroits pour implanter des observatoires au sol. Alors là, je vais vous expliquer un peu l'intérêt de faire des observations à La Réunion en allant de la tropopause, donc la zone qui sépare la troposphère de la stratosphère, et en descendant jusqu'au niveau du sol. Alors ce qu'on appelle l'UTLS, donc c'est la zone de transition entre la troposphère et la stratosphère. Ce qui se passe, c'est que la stratosphère est alimentée en matériel depuis la troposphère au niveau des tropiques. C'est-à-dire que c'est sous les tropiques, puisque il fait chaud, que par convection, les constituants atmosphériques de la troposphère rentrent dans la stratosphère et sont redistribués vers les pôles par une circulation de Brouwer-Dobson, mais peu importe. Et les constituants dont je parle, ça peut être la vapeur d'eau, Stéphanie vous en parlera, ça peut être les aérosols, ça peut être l'ozone, ça peut être tout un tas, ça peut être les halogènes qui viennent de l'océan, ça peut être tout un tas d'espèces. Alors cette convection peut être alimentée par la chaleur, mais également par des phénomènes extrêmes du genre les cyclones, du genre les éruptions volcaniques qui vont injecter directement du matériel dans la stratosphère. Et bon, ça c'est un petit peu, ça va pas forcément injecter dans la stratosphère, mais c'est possible, les feux de biomasse dont je vous parlerai juste après. Il y a également, évidemment, des échanges entre la stratosphère, de la stratosphère vers la troposphère, et de la troposphère vers la stratosphère. Il n'y a pas un petit film de plastique qui vient isoler les deux couches. Ça, c'est juste nous qui on aime bien penser ça, mais non. Donc, tout ça pour dire qu'en fait, La Réunion, qui se situe ici, au niveau du tropique, en fait, c'est un lieu idéal pour étudier ce qui se passe au niveau de cette région de l'atmosphère qu'est l'UTLS. Si on descend un petit peu plus bas, on est dans ce qu'on appelle la troposphère libre. La troposphère libre, ici, c'est entre 2 et 15 km. J'ai oublié de vous dire que la tropopause, ici, elle est aux alentours de 17 km, entre 15 et 17 km. Vous avez ici les voies de transport privilégiées dans la troposphère libre, c'est-à-dire l'origine des masses d'air qui viennent passer au-dessus de notre tête entre 2 et 15 km. Et on voit qu'en fait, La Réunion est impactée par des masses d'air qui viennent d'Amérique latine, d'Afrique australe et également d'Asie du Sud-Est. Alors l'Asie du Sud-Est, c'est un cas particulier. Ça n'est vrai qu'en juillet-août, lorsqu'on a ce qu'on appelle l'anticyclone de mousson asiatique qui vient s'installer ici et qui crée des conditions dynamiques favorables à amener des masses d'air par ici. Et en fait, c'est important parce qu'il y a des productions d'aérosols. Donc Guy vous a montré une image similaire. Donc, ça, c'est l'animation correspondante où on voit les aérosols. Donc, en orange, les poussières, en blanc, les sulfates émis par les hommes, les activités humaines, et en bleu, les sels marins, et en vert, les aérosols qui viennent des feux de biomasse. Alors, les feux de biomasse, en fait, il faut savoir que dans l'hémisphère sud, tous les ans, ça brûle. Ça brûle en Amérique latine, en Afrique australe. Ça commence en août et ça finit en novembre. Là, on est dans cette simulation, vous voyez la date ici, là on est en septembre 2006, donc on est vraiment, on commence à être bien au milieu de la saison des feux, et on voit des panaches de fumée qui viennent de ces régions-là et qui viennent passer au-dessus de La Réunion. Je vous montrerai des résultats qui viennent corroborer ce que je viens de vous dire. Alors ces polluants, ces aérosols, ils ont un impact sur le climat, je vous ai expliqué juste avant, et ils peuvent également servir de traceurs dynamiques, c'est-à-dire qu'on peut se servir d'eux pour étudier les mouvements des masses d'air dans la troposphère. Alors si on descend un petit peu plus bas, là on arrive dans ce qu'on appelle la couche limite. Donc la couche limite, c'est vraiment la couche dans laquelle nous vivons, c'est l'air qu'on respire un petit peu. Donc c'est une zone qui est très polluée au sens large. Là, où il va y avoir la vapeur d'eau, les aérosols, tout ça, les pots d'échappement, les usines. Et la couche limite, elle a une épaisseur qui varie en fonction de la journée, puisque plus il fait chaud, plus elle va être épaisse, et plus il fait froid, plus elle va être fine. Et de ce fait, l'observatoire du Maïdo, qui est donc à peu près 2200 mètres, va se trouver dans la couche limite pendant la journée, mais il va se retrouver dans la troposphère libre pendant la nuit. Il va donc, au niveau de l'observatoire, on va donc mesurer des masses d'air qui n'ont pas les mêmes origines.
la nuit, on va avoir des masses d'air qui vont être représentatives d'une composition chimique de l'atmosphère à une échelle régionale, et pendant la journée, ça va plus être des masses d'air qui proviennent de pas très loin, et en fait, ça va plutôt provenir du nord-ouest, c'est-à-dire l'océan. Ici, on a les alizés qui viennent du sud-est, qui se séparent en deux autour de la Réunion, grossièrement, hein. Et en fait, il y a un flux de retour ici, au niveau du nord-ouest, qui amène des masses d'air jusqu'au Maïdo. On a donc des masses d'air qui proviennent de l'océan, qui sont chargées en espèces gazeuses émises par l'océan, en aérosols marins, qui viennent passer au-dessus des forêts, par exemple les tamarins, les cryptomérias, qui sont localisés ici, et qui viennent ensuite jusqu'au Maïdo. On a donc en fait, entre la côte et le Maïdo, un laboratoire naturel pour étudier les interactions entre les masses d'air qui viennent de l'océan, qui passent au-dessus des forêts, qui viennent capter des espèces gazeuses émises par les forêts qui peuvent se transformer en aérosols et qui peuvent ensuite interagir avec les nuages. Les nuages ont besoin d'aérosols pour exister. Voilà. Alors maintenant, je vais vous donner quelques petits exemples de résultats scientifiques. Donc si on reste dans la couche limite, hein, c'est la zone, on va dire, sous les nuages. Vous avez ici, là, en bas, c'est une vue, là, où on voit Saint-Paul, là, c'est du Maïdo. On a c'est pendant la journée, donc ça commence au lever du soleil. Vous allez voir le cycle quotidien des nuages au Maïdo, avec une formation des nuages autour de 11h midi. Vous savez, si vous avez déjà essayé de voir la vue depuis le Maïdo, il faut arriver suffisamment tôt. Et les nuages qui se dissipent en fin de journée. Et au-dessus, là, vous avez une figure qui montre l'accroissement de la taille des aérosols au cours du temps. Vous avez ici la taille des aérosols, et là, le temps de la journée, en heure UTC, c'est-à-dire que 4 heures, c'est 8 heures chez nous. Et la couleur indique la concentration. Et là, en fait, qu'est-ce que ça montre? Ça montre qu'au cours de la journée, les aérosols vont croître en taille et vont pouvoir participer à la vie des nuages, puisque le nuage a besoin de ce qu'on appelle un noyau de condensation pour condenser l'eau autour de ce noyau et former des gouttelettes qui forment à la fin des nuages. Bon, là, je vois que l'animation, elle prend vraiment son temps, donc on ne va pas aller jusqu'au bout. C'est pas grave. Si on monte un petit peu plus haut, donc dans la troposphère libre, je vous ai dit qu'on était impacté par les feux de biomasse qui se produisaient un petit peu autour de nous. Donc j'avais dit l'Amérique latine, l'Afrique australe et l'Asie du Sud-Est. Vous avez ici 3 types de climatologie. Vous avez ça, là ce sont les aérosols, c'est la colonne totale d'aérosols. C'est comme si on intégrait tous les aérosols présents dans l'atmosphère, enfin entre nous et le soleil, on va dire, donc dans l'atmosphère. Vous voyez, il y a un pic au mois d'octobre. Là, vous avez des profils d'ozone mesurés par radiosondage, donc les ballons sondes. Donc là, plus c'est rouge, plus il y a d'ozone. Et ce sont des climatologies, hein, donc c'est-à-dire que ce sont des moyennes ramenées sur une année. Ça va de janvier à décembre à chaque fois. Et vous voyez ici un pic au mois d'octobre entre 2 et 6 km qui correspond à la saison des feux. Et là, le monoxyde de carbone, où on observe le même pic, là c'est la concentration totale de monoxyde de carbone mesurée par un spectromètre infrarouge. Ça, pour la petite histoire, c'est ce qu'on a appelé il y a une dizaine d'années la rivière de fumée, qui part du sud-est de l'Afrique et qui s'en va vers le sud-ouest de l'océan Indien et qui nous impacte directement tous les ans. Je vais maintenant passer la parole à Stéphanie qui va vous parler de la vapeur d'eau dans l'UTLS. Merci Valentin. Donc bonsoir à tous. Mon nom est Stéphanie Evan, je travaille au LACI donc sur la région de l'UTLS. Donc comme Valentin vous l'a présenté, donc l'UTLS, c'est la région ici qui est en bleu sur le schéma, donc pour rappel qui se situe entre 14 et 19 km à nos latitudes. Donc c'est une région qui est un peu particulière dans l'atmosphère parce que c'est elle qui va conditionner en fait la composition chimique de la stratosphère. Donc tout ce qui va rentrer en stratosphère au tropique doit passer par cette région. Et c'est aussi vrai pour la vapeur d'eau. Donc cette région va jouer un rôle sur la composition chimique de la stratosphère et sur le bilan de vapeur d'eau dans la stratosphère. Alors pourquoi on s'intéresse à la vapeur d'eau aussi haut? Vous avez sans doute entendu parler des effets de la vapeur d'eau comme gaz à effet de serre dans les couches plus basses de l'atmosphère, mais c'est aussi vrai en altitude. Et il y a plusieurs études qui ont montré que les variations de la vapeur d'eau en basse stratosphère va servir en fait à moduler l'amplitude du réchauffement des températures de surface du globe.
Donc en fait ici, déjà pour rappel, la vapeur d'eau en stratosphère, ce n'est pas des énormes quantités. En ordre de grandeur, ça représente à peu près quelques molécules de vapeur d'eau sur 1 million au total de molécules d'air. Mais malgré sa petite concentration dans la région de la stratosphère, elle va quand même avoir un effet sur l'équilibre énergétique de la planète. Et pour illustrer ça, ici vous avez une figure qui est tirée des travaux de Suzanne Salomon, qui a été publiée en 2010 dans la revue Science. Ce que vous avez ici en noir, ce sont le taux de réchauffement sur 10 ans qu'on a observé en surface dans les années 80, 90 et 2000, qui sont uniquement dus aux gaz à effet de serre et aux aérosols, donc qui sont ces petites particules dans l'atmosphère. Donc, en général, donc, ça augmente, ça c'est déjà ce que Guy avait montré. Mais ce qu'elle a montré dans cette étude, c'est que si en plus on vient appliquer dans ces modèles des changements de vapeur d'eau qui sont observés en stratosphère, on va venir moduler ce réchauffement. Donc en gros, si on diminue la quantité de vapeur d'eau en stratosphère, on va diminuer l'amplitude du réchauffement. Si on l'augmente, au contraire, on va amplifier ce réchauffement. Donc on voit que ce n'est pas une très grosse quantité, mais ça a quand même un rôle sur le réchauffement de surface. Donc ça, c'est un des premiers effets de la vapeur d'eau en stratosphère qu'on connaît. Le deuxième effet, c'est que ça va venir aussi influencer les réactions chimiques de l'ozone en stratosphère. Donc c'est important pour tout ce qui est trou de la couche d'ozone. Et on sait aussi, dans les modèles climatiques, que ces variations vont venir moduler les conditions de vent en altitude, comme par exemple les jets que Valentin vous avait présentés sur les transparents précédents. Alors ici, sur ce schéma, on voit comment est représentée cette vapeur d'eau en stratosphère par différents modèles climatiques. Et quand vous voyez, chaque courbe représente un modèle climatique, et on voit que tous les modèles ne sont pas d'accord. Et c'est parce que pour représenter les variations de vapeur d'eau dans cette région, c'est assez compliqué, parce qu'il faut prendre en compte à la fois des processus qui se passent dans la troposphère, à la fois des processus qui se passent un peu plus haut, et bien sûr, c'est pas une mince affaire. Donc quand on veut essayer de représenter la vapeur d'eau stratosphérique et les effets sur le climat de surface, c'est quand même un problème assez compliqué. Donc c'est important d'avoir des bonnes observations aussi pour valider ce que font nos modèles climatiques. Alors ici, vous avez comment varie cette vapeur d'eau en général sur l'année en basse stratosphère. Donc c'est quelque chose qu'on observe à l'aide de satellites. Donc ici, vous avez la latitude, et ici, le mois de l'année. Et ici, les couleurs représentent des concentrations de vapeur d'eau. Donc bleu égale très sec, rouge égale plus humide. Et ici, vous avez la ligne en pointillé qui vous indique la position de la Réunion. Et on voit que pour nous, à notre latitude, et en général dans les régions tropicales, on va passer d'un été où on a des valeurs qui sont assez sèches en altitude à des valeurs qui sont en hiver plus humides. Et en fait, ce contraste entre les deux saisons, on sait l'expliquer par les conditions de température qui existent à la tropopause, qui correspond au minimum de température qu'on rencontre quand on évolue de la surface vers la stratosphère. Et quand on va passer d'un été à un hiver, la tropopause va être plus ou moins froide et donc va jouer comme une sorte de régulateur de la quantité de vapeur d'eau qui va rentrer en stratosphère. Si je suis plus froide, je vais assécher mes masses d'air, donc je vais causer des valeurs plus sèches ici. Et au contraire, quand j'aurai des conditions plus chaudes, je vais laisser mes masses d'air avec une quantité de vapeur d'eau plus importante rentrer en stratosphère. Donc on voit aussi que quand on passe d'une saison à une autre, il faut qu'on soit capable de mesurer ces contrastes de manière précise, surtout ici dans les régions tropicales. Donc au Maïdo, on a plusieurs moyens d'observer cette vapeur d'eau dans cette région, qui est assez difficile à mesurer, parce que, pour rappel, elle est au-dessus de 14 km, donc c'est au-dessus de l'altitude de vol de la plupart des avions normaux. Il
il faut des moyens d'observation qui sont adaptés. Donc au Maïdo, on a les lidars qui permettent d'observer la vapeur d'eau et aussi l'ozone dans cette région. Mais on a aussi des instruments comme ça, ces petits instruments qui n'ont pas l'air comme ça, mais qui coûtent presque 3 000 € pièce, qu'on met sous un ballon, et qui vont permettre de mesurer la vapeur d'eau de la surface du sol jusqu'à 30 km. Au fur et à mesure que le ballon monte, cet instrument-là va nous donner la concentration, et c'est ce qu'on voit ici sur cette courbe. Donc là, sur cette courbe, vous voyez une façon de représenter la concentration en sciences de l'atmosphère qu'on utilise beaucoup, qui est en fait le nombre de molécules qu'on a de notre constituant sur le nombre de molécules totales de molécules d'air. Et quand on regarde ici donc, la région de la troposphère, où on voit beaucoup de fluctuations et beaucoup de vapeur d'eau, et on passe à une région ici, au-dessus de l'UTLS, où les valeurs sont plus sèches. Et il y a moins de variabilité. Et quand on passe de cette région-là à cette région-là, on voit ici que la variabilité devient moins importante et les valeurs s'assèchent. Et on voit donc que c'est vraiment cette région-là qui va conditionner les valeurs d'ici, leur assèchement-là, et qu'est-ce qui va arriver au final dans cette région. Et pour rappel, nous, quand on est en été, on va être plus humide, on va être plus sec en hauteur qu'en hiver. Mais par contre, quand on sera dans la troposphère, on aura des conditions un peu plus humides à cause de l'activité des nuages convectifs. Donc nous, en été, ce qu'on aime mesurer, c'est l'influence, par exemple, des cyclones tropicaux, parce qu'on sait qu'ils peuvent avoir un impact assez important sur la composition de cette région, et donc au final sur l'équilibre énergétique de notre planète. Donc on sait que quand on a un cyclone, ou un très gros épisode convectif, il va avoir une signature assez particulière en haute altitude, qui vont être en fait ce qu'on peut retrouver en surface au-dessus des océans. On a surtout aux tropiques très peu d'ozone et beaucoup de vapeur d'eau. Et donc quand la convection va transporter les masses d'air de la surface jusque vers les plus hautes altitudes, on va retrouver cette signature. Donc peu d'ozone ici, et beaucoup de vapeur d'eau. Donc en fait, ces lâchers, on essaie de les faire sur alerte, parce que ça coûte cher, et on essaie de les faire en coordination avec les lidars. Comme ça, on a une double mesure de la vapeur d'eau, et ça nous permet ensuite de valider ce que font nos modèles, ou ça va servir à alimenter des bases de données internationales. Donc en fait, dans les prochaines années, on va continuer de faire ce type d'observation, parce qu'on a un projet qui a été financé récemment par l'ANR, qui est l'Agence nationale de la recherche. Et en fait, ce projet, ce qu'il a un petit peu de particulier, donc il s'appelle Concierto, c'est pour étudier la région de l'UTLS au-dessus de l'océan Indien. Ce qu'il a un petit peu de particulier, c'est pour la première fois, on va avoir beaucoup d'observations au-dessus de l'océan Indien. Il n'en existe pas beaucoup des observations de cette région. On va pouvoir mieux comprendre les processus qui interviennent en été et l'impact qu'ils vont avoir sur la composition chimique de cette région qui est importante pour le climat. Donc on va aussi faire des travaux de modélisation sur cette région. Et donc ici, vous voyez un petit peu les instruments qui vont être sollicités dans le cadre de ce projet. Donc il y a un autre type de processus qui peut influencer le bilan de cette région. C'est les échanges au niveau du diète subtropical, mais on n'aura pas le temps ce soir de les présenter, mais ça a fait l'objet du travail de thèse d'Hélène Vérem. Donc c'est dommage, parce que c'est quand même des résultats intéressants. Mais je vais redonner la parole à Valentin pour vous expliquer un autre phénomène, qui sont les volcans, et comment ils peuvent influencer la composition de la région de la stratosphère. Bonsoir. Alors là, je vais vous parler des volcans. Alors, le 22 avril 2015, il y a le volcan chilien qui s'appelle Calbuco qui est entré en éruption. Et
Et puis nous, à peu près quelques jours plus tard, avec un de nos lidars, on a mesuré des trucs comme ça, là, à 19 km. Et on s'est dit, mais est-ce que par hasard, ce ne serait pas le panache volcanique du Calbuco? Alors, je vous le donne en mille, la réponse est oui. Ici, alors il y a une animation qui ne fonctionne pas, mais c'est pas grave. Ça, c'était juste pour vous montrer le panache. Là, vous avez le panache d'aérosols. Donc les volcans émettent des gaz, mais également des aérosols, des cendres. Vous avez ici le panache, l'évolution du panache pendant les 10 premiers jours qui ont suivi l'éruption. Ça, c'est mesuré par satellite. Et alors, en fait, il y a une étude qui a été menée par mon collègue Nelson Begg, qui montre qu'en fait, la direction prise par ce panache de cendres volcaniques, en fait, a été délimitée par des barrières dynamiques qui se trouvent dans la stratosphère. Il faut savoir que dans la stratosphère, les mouvements de l'équateur vers les pôles sont assez limités et que c'est surtout des mouvements d'ouest en est ou d'est en ouest qui existent. Et là, en l'occurrence, grâce à un modèle que nous avons au laboratoire, il a été mis en évidence que ces barrières dynamiques ont créé un espèce de canal qui a canalisé le panache pour le faire passer au-dessus de la Réunion. Justement, au-dessus de la Réunion, ce qu'on a pu mesurer, là vous avez ici la quantité d'aérosols stratosphériques mesurés au-dessus de la Réunion de octobre 2014 jusqu'à décembre 2016. Et vous voyez là, juste après l'éruption, une augmentation de la quantité d'aérosols dans la stratosphère avec un retour à la normale à partir d'avril 2016. Là, vous avez la même chose. Ça, ce sont des profils d'extinction. Donc, en fait, plus c'est rouge, plus il y a d'aérosols. On voit l'évolution donc de mai 2015 jusqu'à novembre, avec ici quelques fluctuations qui viennent intervenir au sein de ce gros pâté. En fait, ces fluctuations dans la charge en aérosol viennent du fait que des masses d'air moins chargées en aérosol sont venues d'autres endroits pour venir diluer ce qui se passait au-dessus de la Réunion. Voilà, ça c'est un exemple d'études qu'on peut faire sur les volcans, sachant que une fois que des aérosols sont injectés dans la stratosphère, ils y restent beaucoup plus longtemps que dans la troposphère. Dans la troposphère, un aérosol, il va se promener en moins d'une semaine. Dans la stratosphère, ça peut durer des mois, puisque vu que plus on monte, plus il fait chaud dans la stratosphère, c'est très difficile d'en descendre. Voilà, je vais laisser Jean-Pierre conclure et donner les perspectives. Merci Valentin, on va essayer de ne pas abuser de votre patience, parce que nous les scientifiques, on est assez passionnés, on pourrait parler toute la nuit, mais... donc là, c'est une conclusion très partielle sur les 5 ans d'activité qui montre que on produit des résultats quand même. On a des observations qui sont labellisées dans... Plus de 50% de nos observations actuellement sont labellisées dans des réseaux internationaux. Des articles de recherche qui sont parus dans des journaux. Des campagnes, 22 campagnes qui ont été menées à l'Observatoire du Maïdo, 140 jours d'accès à des chercheurs internationaux. Vous l'avez vu, la variété des sujets de recherche qu'on aborde. Et donc notre but, c'est vraiment de devenir une sentinelle du climat dans le sud-ouest de l'océan Indien. Donc l'histoire débute, on verra dans 30 ans ou dans 40 ans quels sont les résultats. Et en bas, ce sont nos cibles, en fait, les réseaux qu'on veut pouvoir atteindre dans les prochains mois, donc avec les instruments qu'on a. Voilà, donc on vous remercie de votre attention.